Depuis de nombreux mois maintenant, Napoléon est au cœur d'une polémique qui n'a de cesse de prendre de l'ampleur. Alors il serait un tyran sanguinaire responsable de la mort de centaines de milliers d'hommes, un dictateur cruel, sans pitié, l'égal d'Hitler, et même un odieux raciste oppresseur qui a rétabli l'esclavage. Ces accusations sont lancées en plein bicentenaire de la mort du grand homme par une horde de déconstructeurs, adeptes de la cancel culture qui voudraient tirer un trait sur ce passé jugé honteux, alors que dans les faits, il est ultra lourd et stylé. Et bien dans cet épisode, on va justement remettre les choses au clair, revenir sur les raisons pour lesquelles nous devons bien célébrer l'empereur, sur ce qu'il nous a légué et pourquoi nous devons assumer avec fierté son immense héritage. Que ça leur plaise ou pas, en 2021, nous crierons « Vive l'empereur !» Alors vous connaissez les polémiques, on a l'habitude maintenant, mais depuis l'année dernière et surtout depuis le mouvement BLM, c'est un truc de fou, on est dans l'espace là. Des statues sont dégradées, déboulonnées, on a droit à des manifestations de gens complètement tarés qui sont visiblement partis à la chasse aux soi-disant oppresseurs, blancs, esclavagistes. En France, on a la tristement célèbre Ligue de défense nord-africaine qui s'en était déjà pris à Colbert par rapport au Code noir et qui maintenant s'en prend au bicentenaire de Napoléon parce qu'il aurait été un odieux esclavagiste. Bon, le mec maîtrise rien du tout, il comprend rien à rien, il maîtrise pas les dates, il maîtrise pas les événements. Je me demande même si quand il fait un discours, il est lui-même au courant qu'il est là. On a eu droit à tout. Napoléon, tyran sanguinaire, responsable de la mort de centaines de milliers d'hommes, de millions même, dictateur, bourreau, raciste, misogyne, inventeur des chambres à gaz, oui, on a eu ça, c'était dans le New York Times. Bref, il est temps pour moi de remettre les choses à leur place, de balayer toute cette daube et d'aller de l'avant. Et pour moi, aller de l'avant, c'est pas se justifier auprès de ces gens-là, les BLM, les SJW aux cheveux bleus, parce que ces gens-là, c'est des idéologues bornés, ils défendent une idéologie précise, donc ça sert à rien. Et en plus, ils bitent rien à rien, donc on a beau leur expliquer, ce serait de la perte d'énergie. Non, pour moi, célébrer, c'est justement revenir sur la période napoléonienne, sur ce que nous lui devons et pourquoi en 2021, nous devons célébrer ce bicentenaire en lui rendant hommage et en assumant son héritage. Je vais donc vous donner 10 raisons, il y en a d'autres, mais 10 raisons de célébrer Napoléon en 2021. 10 raisons de l'assumer, d'en être fier et de crier « Vive l'empereur !» Bon, moi j'en ai pas besoin, je crie déjà « Vive l'empereur !» tous les matins au réveil, mais bon. La première raison, c'est le Code civil. Pourquoi j'ai choisi le Code civil en premier? Tout simplement parce que c'est l'argument numéro 1 qui est utilisé aujourd'hui quand on parle d'héritage napoléonien. Et ça n'est pas pour rien parce que, quoi qu'on en pense, je sais que certains n'aiment pas le Code, ça reste une œuvre monumentale qui a traversé les siècles et qui perdure aujourd'hui encore. Avec son Code, Napoléon a comme toujours fait la passerelle entre l'Ancien Régime et le droit révolutionnaire et surtout, il a mis l'ordre et la responsabilité au centre de la société. Ce que je préfère dans le Code civil, c'est premièrement qu'il est basé sur l'ordre, ça c'est tout à fait napoléonien, mais surtout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas du tout un outil pour un État totalitaire. C'est même tout l'inverse puisque le Code civil retire l'État du quotidien, il reconnaît l'individu et il fait de la famille la cellule de base de la société avec le bon père de famille et ses devoirs de protection au sommet. Coucou les féministes. Moi, j'hésite pas à glorifier le Code civil qui est la grande œuvre du règne. Certes, c'est du droit romain, mais on aime ça. Ça a mis fin à beaucoup de bazar au droit oral. Ça a unifié le droit sur le territoire, ce que recherchaient tous les rois qui lui ont précédé. Parce que le droit oral et les coutumes, c'est bien marrant tout ça, mais bon, l'époque où on parlait avec les arbres et avec les castors, c'est fini tout ça. Faut évoluer les gars. Numéro 2, j'enchaîne avec toutes les autres choses que Napoléon nous a léguées, les masses de granit, comme il les appelait, qui perdurent encore aujourd'hui. Alors ce sera une liste, parce que si je rentre dans les détails de chaque chose, la vidéo durerait 3 heures. Alors accrochez-vous bien, voici ce que nous devons aujourd'hui encore à Napoléon. Le Code civil et pénal, le Code du commerce, le Conseil d'État, la Cour des comptes, la Cour de cassation, la Banque de France, les préfets, les prud'hommes, la liberté religieuse, la bourse,
le Sénat, le lycée, le baccalauréat, la restauration des universités, la Légion d'honneur bien sûr, le franc germinal, le livret ouvrier, la création des sapeurs-pompiers, etc. J'arrête là, mais on y passerait des heures. Mais quand je vois ça, c'est déjà énorme, mais en plus, ce qu'il faut se rajouter à l'esprit, c'est que l'empereur nous a légué tout ça dans un règne de seulement 15 ans. Si ça avait duré un poil plus longtemps, je pense que le drapeau qui serait planté sur la Lune aujourd'hui, il serait français. Il n'aurait pas été planté en 1969, mais en 1869, et puis il serait pas sur la Lune, il serait sur Mars. Voilà, c'est juste pour vous donner une vague idée. Si vous voulez savoir en détail ce que Napoléon nous a légué au niveau des institutions, des lois, je vous recommande cet excellent livre de Thierry Lenz, Napoléon et la France. Raison numéro 3, on va encore parler des masses de granit, mais les vrais cette fois, puisqu'on va parler de tous les monuments que nous devons à Napoléon. À Paris, on a bien sûr la sublime colonne Vendôme, inspirée de la colonne de Trajan, fondue avec les canons d'Austerlitz, le Panthéon, dédié aux grands hommes de la France, l'église de la Madeleine en style romain, les ponts de la Cité, des Arts et d'Austerlitz. On a aussi un développement de l'architecture métallique avec notamment la coupole de la Halle au Blé, l'Arc de Triomphe du Carrousel, l'Arc de Triomphe de l'Étoile, bien sûr, mon préféré, érigé à la gloire de la Grande Armée, la Bourse, la percée de la rue de Rivoli, la façade du Palais Bourbon, etc. Là aussi, je m'arrête parce que ce serait trop long. Et encore, je vous ai parlé que de Paris, mais en province aussi, on a de belles choses, comme par exemple la construction d'une ville impériale. Et oui, La Roche-sur-Yon, qui s'appelait avant Napoléon Vendée. On a aussi la rénovation de la place Bellecour à Lyon et à l'étranger, la place de la Paix à Milan. Raison numéro 4 d'être fier et d'assumer l'héritage napoléonien, ça fait partie des choses que je préfère dans le règne. Outre l'ordre, outre l'autorité, outre la grandeur, on a eu aussi le mérite, la méritocratie qui était au cœur de la société. On est loin de l'égalitarisme débile hérité de la Révolution et c'est ce qui nous bouffe aujourd'hui, ce faux égalitarisme chapeauté par une oligarchie hypocrite. Sous l'Empire, le mérite était récompensé à sa juste valeur. Je ne vais pas vous citer un million d'exemples non plus parce que je manquerai de temps, mais rien que ça, les plus connus, Murat, fils d'aubergiste devenu maréchal d'Empire, grand-duc de Bergue et roi de Naples. Né, fils de tonnelier devenu maréchal, duc et prince de la Moscova. Lannes, fils de marchand agricole devenu maréchal et duc de Montebello. Et là, je parle que des militaires, mais ça a été le cas dans tous les domaines, avec bien sûr, au-dessus de tout, la Légion d'honneur qui venait en tant que nouvel ordre de chevalerie récompenser les mérites de la nation. C'était la belle époque, on en aurait bien besoin aujourd'hui. Raison numéro 5, la Grande Armée, c'est stylé. Oui, c'est une raison en soi. Franchement, quel pays au monde ne rêverait pas de compter la Grande Armée parmi ses pages d'histoire? Il faut être fier de cette armée qui a fait trembler l'Europe, qui lui marchait dessus littéralement à la vitesse de l'éclair, qui était crainte et respectée, gagnait toujours même en infériorité numérique écrasante. Cette armée qui a marché jusqu'à Moscou pour faire respecter la prépondérance française, qui a chargé à Eylau, triomphé à Austerlitz, Friedland, Wagram, qui est parvenu pendant 20 ans à mettre des raclées à l'Europe entière, qui a soulevé toutes les coalitions jusqu'à ses dernières forces, cette armée qui a fait honneur à la France jusqu'au dernier carré de Waterloo. Bref, c'est une raison majeure de fierté pour nous, ça devrait l'être pour tous les Français et pour tout pays sain d'esprit qui n'a pas été lobotomisé par le gauchisme et le reniement. Et puis, petite précision, mais la gloire, ça n'est pas rien, il n'y a aucune raison de ridiculiser la gloire, c'était l'une des valeurs fondatrices de l'Empire. Les mecs allaient mourir pour la France et pour la gloire, et c'est leur faire honneur, les respecter, que de la considérer pleinement aujourd'hui. Comme disait l'empereur, tout ce qui est grand est beau. Raison numéro 6, Napoléon a modernisé la France. Et j'emploie le mot moderniser dans le meilleur sens du terme, parce qu'on le sait, la modernité n'est pas une valeur en soi. Ce que je veux dire, c'est que Napoléon a littéralement modernisé la France. Il a porté la France au sommet, sur tous les plans, il l'a fait rayonner en Europe, et tout ça malgré le chaos qu'avait été la période révolutionnaire. Son atout majeur aura été, pour moi, la centralisation. Mais attention, parce que ce mot-là aussi peut avoir mauvaise presse, là je parle de la vraie centralisation, la centralisation réfléchie, intelligente, napoléonienne quoi. Napoléon voulait que l'État soit au centre de la société et l'illumine comme un soleil. Il avait ses préfets qui en référaient directement au gouvernement, un exécutif fort
et compétent. Et c'est ça qui a permis à la France de se moderniser, de faire un bond gigantesque et de devenir une machine formidablement bien huilée. Aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est tout le contraire. On parle de centralisation, mais c'en est pas une. Et puis, on a tendance plutôt à décentraliser, entre guillemets, mais on fait que subdiviser, déléguer, créer des structures inutiles qui viennent parasiter tout le système. Conseil régional, départemental, les grandes régions étendues, les métropoles maintenant. Ça, c'est tout l'inverse de la belle centralisation napoléonienne qui, je le répète, a permis à la France d'être au top, de moderniser sa structure avec un État central et fort, sans parler de toutes les réformes que ce système a permis et qui existent encore aujourd'hui. Raison numéro 7, là aussi l'une des grandes œuvres du règne selon moi, Napoléon a concilié l'ancien régime et le nouveau issu de la Révolution. Parce que, qu'on les aime ou non, et Dieu sait que je les aime pas beaucoup, mais les idées nouvelles de la Révolution étaient un élément moteur à l'époque qu'il fallait prendre en compte. C'est ce qui a permis la Révolution. Et la grande force de Napoléon, ça a été de les faire cohabiter dans un ensemble cohérent avec les structures traditionnelles. Il a mis en place le Concordat pour redonner au catholicisme sa place prépondérante et ramener la liberté de culte. Il a aussi restauré l'ordre ancien à plus d'un titre, ne serait-ce que par la nature de son régime, avec le couronnement et la création d'une noblesse d'empire. Tout ça en conservant ce qu'on a appelé les acquis de la Révolution, c'est-à-dire la liberté et l'égalité, qu'on retrouve dans son code civil, avec aussi une place importante pour le droit de propriété. Et il a dû le faire le cul entre deux chaises en permanence, avec d'un côté les royalistes, les conservateurs, et de l'autre les républicains. C'était loin d'être évident, mais il a réussi, et devant ça, moi je dis qu'on ne peut que s'incliner. Pour la raison numéro 8, je fais juste une petite mise au point concernant tout ce qui circule actuellement sur l'empereur, parce que faut quand même réagir. Non, Napoléon n'était pas un tyran sanguinaire assoiffé de sang, c'était avant tout un homme de paix. La guerre lui a quasiment toujours été déclarée, sous l'impulsion de l'Angleterre, bien sûr. Et lui, voyez-vous, il s'est contenté d'aller les gagner, ces guerres. Hein. C'est pas de chance, hein. En minimisant les pertes en plus, grâce à ses talents de stratège. Alors c'est peut-être embêtant pour eux, mais c'est comme ça. Non, l'Empire n'était pas une dictature militaire et policière. Franchement, sous Napoléon, l'armée ne dirige absolument pas le pays. Elle en est même très loin. Les exécutions politiques, à part celle du duc d'Enghien, ça n'existe pas. Et puis, les condamnations à mort, elles sont 4 fois moins importantes qu'en Angleterre, par exemple, qui pourtant a 10 fois moins d'habitants. Bizarre. Et enfin, non, Napoléon n'est pas un raciste qui a voulu exterminer les Noirs ou les réduire en esclavage. Je ne reviendrai pas là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un dossier dans la revue d'histoire européenne. Allez jeter un petit coup d'œil, ça porte sur Napoléon et l'esclavage. Raison numéro 9, en rebondissant sur la précédente, non, Napoléon n'est pas un tyran sanguinaire, il est même, je dirais, un modèle de despote éclairé. Là aussi, le mot despote en soi n'a rien de péjoratif, il rapporte simplement à la concentration des pouvoirs, et j'ajoute bien éclairé derrière, parce que c'était le cas. Je crois qu'on peut le dire sans hésiter, rarement le pays n'a été aussi bien gouverné que sous Napoléon. Déjà parce que c'était un génie, visionnaire, un monstre d'organisation, mais aussi parce qu'il était très cultivé, curieux et impliqué dans toutes ses décisions. Napoléon était partout, il travaillait énormément, du matin au soir, il connaissait jusqu'à la moindre selle en stock dans un entrepôt de Grenoble, le prix du blé, les affaires judiciaires, bref, il était impliqué pleinement dans la gestion de son pays. À partir de là, grâce à la centralisation intelligente qu'il a mise en place, bien entouré par son Conseil d'État, dont il était très à l'écoute, il a pu gouverner avec fluidité, intelligence et efficacité. Je cite Roederer, « Il arriva sous son gouvernement une chose assez extraordinaire entre les hommes qui travaillaient avec lui. La médiocrité se sentit du talent, le talent se crut tomber dans la médiocrité, tant il éclairait l'une, tant il étonnait l'autre. » Pour conclure, et ce sera ma raison numéro 10, je dirais déjà que des raisons, j'aurais pu en ajouter 1000, 10 000 même. Les raisons d'être fier de Napoléon, de son héritage, sont innombrables. Napoléon est encore en nous de bien des manières, mais au-delà de tout ça, au-delà de tout ce qu'il nous a légué, ses codes, ses lois, ses institutions, ses monuments, son art de la guerre, de l'administration, du gouvernement, en dehors des chiffres, des bilans statistiques, en dehors de toutes ces choses matérielles, palpables, je dirais que le principal trésor qu'il nous a légué pour des siècles encore, c'est l'inspiration de la grandeur. Maurice Barrès écrivait que Napoléon était un professeur d'énergie.
eh bien c'est là tout ce qu'il doit être pour nous aujourd'hui, comme dans 50 ans, comme dans 100 ans. Napoléon doit être notre moteur, notre exemple, notre inspiration. L'œuvre qu'il a accomplie est immense, tellement immense que rien ne pourra la faire vaciller. Alors on peut toujours modifier des textes de loi, des textes dans les manuels scolaires, mais ce qu'on a là, ce qu'on a au fond de nos cœurs, personne ne pourra nous l'enlever. Et c'est à nous maintenant de léguer cette ferveur, cette passion, cet amour. L'œuvre de Napoléon nous a irrigués, transcendés, et c'est normal, hein, vu ce qu'elle est, alors partageons-la. Comme l'écrit Thierry Lenz dans son dernier livre Pour Napoléon, dont je vous recommande vivement la lecture, face aux minorités bruyantes qui salissent la mémoire de l'empereur, nous devons nous faire entendre, mais intelligemment, c'est-à-dire on ne doit pas prêcher aux convertis, ni même répondre aux idéologues. Je cite Thierry Lenz, « C'est aux autres, ceux qui fléchissent et commencent à douter, qu'il faut s'adresser en priorité. » Le mot d'ordre est donc simple, soyez fiers de cet héritage. Assumez Napoléon, ne perdez pas votre temps à combattre les déconstructeurs, les idéologues, portez haut et sans honte les couleurs de l'Empire, car vous connaissez la vérité. Cette énergie que l'empereur nous a léguée, il faut l'utiliser efficacement. Alors faisons en sorte maintenant de la transmettre, soyons dignes et fiers de Napoléon, afin que l'ombre de l'aigle ne cesse jamais de planer sur la France. Je ne peux pas conclure cet épisode par autre chose. Vive l'empereur!